le temps coûte très cher chez nous, hein, c'est 100 000 morts par an, en gros, si j'arrondis sur le plan mondial. L'argent est rare, et on sait qu'il est de moins en moins facile à trouver. Les talents également, il faut les attirer vers la recherche, et on sait qu'en France en particulier, c'est pas simple. Et donc, c'est ce que j'ai dit, finalement, qu'est-ce qui pourrait nous aider à être malin, à être agile, pour faire face à toutes ces contraintes que vous traversez, parce que je sais que pour tous, c'est un combat quotidien que d'arriver à réunir les conditions qui vous permettent de chercher et pas de vous occuper d'autre chose que de chercher. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, la communauté, et c'est là, trouver des moyens, finalement, d'être encore plus agile pour trouver plus vite ensemble. Voilà. C'est le cahier des charges que j'ai donné à Albert David. Et maintenant, du coup, il va nous livrer un peu le fruit de ses réflexions par rapport à ça. Je vais préciser qu'évidemment, je n'ai absolument aucune prétention à vous donner des conseils à ce stade. Je suis docteur, mais pas en médecine, ni en biologie, ni en sciences du neurone. J'ai un peu de culture générale quand même, je dirais, comme il se doit sur ces sujets-là. On a plusieurs occasions d'observer sur certaines maladies, par exemple, que des directions de recherche qui pourraient être ouvertes ne le sont pas. Et pas seulement pour des raisons politiques ou de lobbying des labos pharmaceutiques, aussi pour des raisons cognitives. Tout simplement, on ne pense pas que ça pourrait être intéressant, ou on ne pense pas tout court. Le problème, c'est qu'au stade très du début de la proposition d'une théorie nouvelle, structurellement, l'argumentation a les mêmes propriétés qu'on soit en train de faire une découverte géniale ou qu'on soit un charlatan. Autrement dit, au début, quand on vous parle de la mémoire de l'eau, ou quand on vous parle de l'anti-angiogénie, ou ce genre de choses, comme on n'a pas encore la preuve, au stade initiaux, c'est souvent des intuitions. Hein, comme disait Einstein, c'est souvent une théorie qui définit ce qui est observable, c'est pas dans l'autre sens. Donc, dans la genèse des théories, des concepts, des axiomatiques nouvelles, il y a un stade auquel on est bien embêté. Moi, je dirige une revue académique dans mon champ. Quand on a un article qui arrive, qui est tellement original, qu'on se dit « Waouh, ça a l'air super, mais et si c'était une imposture intellectuelle ?» Vous voyez ? Et donc, il y a un réflexe de la communauté, de scepticisme, et c'est bien normal, face à des choses nouvelles. Et du coup, évidemment, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Alors, moi, les exemples que je vais vous donner sont dans des domaines qui ne sont pas la recherche médicale. J'ai pris ton cahier des charges à la lettre. Comment font ceux qui trouvent et comment raisonnent ceux qui innovent. Et on va essayer, à travers quelques exemples, de parcourir ce chemin-là. Alors, dans notre expérience, il y a en gros 6 grandes choses que font ceux qui trouvent et ceux qui innovent quand ils raisonnent. Il y a une capacité à défixer, à reconcevoir, à changer les questions. Ça, ce sera le premier point. Deuxièmement, il y a une capacité à donner une chance aux idées bizarres. Ça, ce sera le deuxième point. Troisième point, ceux qui trouvent et ceux qui innovent savent garder l'esprit à la fois ouvert et préparé. C'est Pasteur qui disait « le hasard favorise l'esprit préparé ». Alors je donnerai un exemple dans ce domaine. La quatrième chose que savent faire ceux qui innovent, c'est de garder une vision globale, même quand il y a des milliers de sous-projets qui sont gérés. Et c'est pas évident de garder le cap quand on a autant de programmes et de sous-programmes et de sous-projets qui ont chacun leur logique, leurs difficultés, leur temporalité, leur budget, leur labo, leur coordination. La cinquième chose que savent faire ces gens-là, c'est cultiver les vertus de l'indiscipline. J'expliciterai dans un instant ce que ça veut dire. Et puis la dernière chose que savent faire ces gens-là, c'est jouer les faux candides et décadrer les expertises. Alors je vais essayer d'alimenter chacun de ces points par quelques exemples. Premier point, défixer, reconcevoir, changer la question. Petit exemple de culture générale, vous connaissez sans doute le roman de Gaston Leroux qui s'appelle « Le mystère de la chambre jaune », peut-être vous avez vu le film. Et il y a un moment donné de l'énigme policière où le crime a eu lieu dans la chambre jaune. On sait que ce crime a eu lieu, et on sait aussi que l'assassin n'a pas pu sortir de la chambre puisqu'elle est fermée depuis l'extérieur. Or, il n'y est plus quand on y entre. Et les enquêteurs s'escriment à trouver quand même une solution malgré ce contexte-là. Ils s'expriment à se demander comment l'assassin a bien pu sortir alors qu'il ne pouvait pas et que le crime a eu lieu. Et Rouletabille, le héros du roman, qui est journaliste, arrive et dit faisons un peu de logique de base, s'il n'a pas pu sortir, c'est qu'il n'y est pas entré. Stupeur du juge et des policiers qui lui disent oui, enfin, t'es bien gentil, mais on est bien avancé.
expliquer qu'un crime ait eu lieu alors que l'assassin n'est plus dans la chambre et n'a pas pu en sortir, et passer de ça à expliquer que le crime ait eu lieu alors que l'assassin n'est pas entré dans la chambre, merci, tu remplaces un absurde par un autre. Or, c'est par cette deuxième hypothèse qu'on arrive à trouver la solution du meurtre, qui n'était pas vraiment un meurtre en réalité, mais je vous laisserai aller sur Google pour vous rappeler la solution de l'énigme. Deuxième exemple, on a travaillé avec une société du groupe Merck qui s'appelle Millipore et qui fait les systèmes de filtration ultra pure que certains utilisent peut-être dans les labos de biologie. On a besoin d'eau ultra pure pour certaines expériences en laboratoire. Et ils nous ont demandé d'organiser pour eux des ateliers d'innovation sur filtration innovante d'eau ultra pure. Tout en nous disant, attention, pensez pas vous en sortir en nous proposant de filtrer autre chose que de l'eau, hein, ou de faire autre chose que de la filtration avec l'eau. C'est système de filtration ultra pure. Bon, donc on a fait les ateliers, ça a donné une quarantaine de concepts innovants, dont une quinzaine sont dans le tuyau d'application aujourd'hui. Mais le petit élément que je voulais partager avec vous, c'est un moment intéressant des ateliers d'innovation qui a consisté à changer de vision sur le cœur de métier. Je m'explique. Pour ces gens-là, comme il s'agit de filtration d'eau, alors les impuretés qui sont dans l'eau sont des impuretés et ça s'appelle même des contaminants. Si on veut innover sur la filtration d'eau, c'est intéressant de revenir sur ces termes-là et de les réinterroger. Et c'est fou le nombre de mots en fait qu'on a intégrés et naturalisés et qu'on pense même plus à ne serait-ce que redire en se demandant pourquoi ça s'appelle comme ça. Vous voyez ? On fait aujourd'hui dans l'automobile des pare-brises extrêmement innovants et à un moment donné les gens disent mais oui au fait ça fait longtemps qu'on ne fait plus des pare-brises au sens de parer la brise. Vous voyez ? Qui se pose encore cette question quand on est vraiment dans une expertise depuis très longtemps? C'est compliqué. Ça revient à réinterroger des concepts de base. Pas évident. Je reviens à Millipore. Tout d'un coup, quelqu'un dit, mais au fond, si on devait généraliser contaminant, contaminant est une catégorie de quoi si je monte d'un cran en généralité? Ben, de composants. Un composant, ça peut être un contaminant ou ça peut être pas un contaminant. Et du coup, ça a ouvert un champ d'innovation intéressant qui était, ok, on filtre, mais on peut aussi être dans une logique additive et pas soustractive. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'on soit des fabricants d'eau, non pas contaminés, mais avec des composants qu'on aurait volontairement ajoutés pour faire un certain nombre de choses. Ça a l'air bête, ça a l'air simplet, sauf que c'était tellement dans le métier que personne n'y avait pensé, mais vraiment personne, sur les 40 participants, tous ingénieurs, chercheurs, patrons de la R&D, etc. Et cette ouverture-là a donné des idées de produits et de services nouveaux qui étaient par ailleurs légitimes par rapport au métier de base de l'entreprise. Troisième exemple, je rentre un tout petit peu dans le médical et ne déduisez rien sur ce que je pense de l'homéopathie à partir de l'anecdote que je vais vous raconter. Émission sur Europe 1 qui s'appelle Allô le docteur ou quelque chose comme ça, avec le médecin d'Europe 1, qui a été médecin en tout cas, mais qui le dit lui-même au début de l'émission, je vous préviens, je suis allopathe traditionnel, donc moi l'homéopathie, je suis super sceptique, mais en même temps, j'ai invité 2 homéopathes qui sont parmi les sommités du domaine, et je vais jouer le jeu du respect a priori, et je vais poser des questions. Et à un moment donné, évidemment, il pose la question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois, qui est de dire, vous êtes gentil, mais à force de diluer et de rediluer et de rediluer, on est à des degrés de concentration qui sont tellement faibles que on n'arrive même pas à trouver encore une molécule dans votre affaire. Et l'homéopathe marque un petit temps d'arrêt et fait cette réponse que j'ai trouvée magnifique, cognitivement parlant. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous fait supposer qu'il faut forcément une molécule pour qu'il y ait un effet? D'accord? Alors ça doit faire sûrement rigoler la communauté des allopathes traditionnels, mais n'empêche, on a là un effet de défixation très intéressant. Il y a un tas de gens qui ont tellement intégré le fait qu'il faut forcément une molécule pour qu'un effet soit produit, qu'en fin de compte, ils oublient qu'on pourrait peut-être obtenir des effets autrement. Moi qui suis un généraliste, et encore pas au sens d'un médecin généraliste, au sens d'une vague culture générale sur ces choses-là, mon petit cerveau à moi se dit, mais après tout c'est vrai, on pourrait avoir des effets électromagnétiques, on pourrait avoir des effets qui s'apparentent à d'autres façons, ou d'autres niveaux d'organisation, comme disait Atlan, sur l'effet des choses. Donc le fait que ce ne soit pas nécessairement une molécule qui soit nécessaire pour produire un effet, je trouve que c'est une idée intéressante, quand bien même certains parmi vous peut-être auraient toutes les raisons de la contester. Ça c'est la première partie, défixer, reconcevoir, changer la question. Donner une chance aux idées étranges.
je ne suis pas un familier de Pierre et Marie Curie et du détail de la découverte de leur radioactivité, mais peut-être comme certains parmi vous, j'ai vu cette pièce de théâtre, Les Palmes de Monsieur Schultz. Et il y a un moment dans la pièce où Pierre et Marie Curie sont bien embêtés parce qu'ils n'arrivent décidément pas à trouver d'où viennent les phénomènes qu'ils observent. Et la femme de ménage entre dans le labo et dit Monsieur Curie, qu'est-ce que je fais tous les cailloux là dans le coin, je les jette? Et à ce moment-là, Pierre et Marie Curie se regardent et réalisent que peut-être ils n'ont pas cherché dans les cailloux en question ce qu'ils auraient dû y chercher. Ils cherchaient forcément dans les extractions métalliques des pierres qu'ils utilisaient. Je simplifie un peu. Ils n'avaient pas du tout pensé, ils avaient trouvé tout à fait normal de mettre au rebut tout ce tas de cailloux. Et c'est parce que la femme de ménage a dit ça, tout à fait involontairement, là c'est la vraie Candide, je vous donnerai un exemple de faux Candide tout à l'heure, c'est cette question-là, du moins telle que relatée dans la pièce, donc c'est peut-être un peu simplifié, mais quand même, qui a déclenché chez eux ce qui les a conduits finalement à découvrir la radioactivité. Évidemment, quand on dit découvrir la radioactivité, c'est une façon de parler, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils cherchaient, enfin en tout cas, c'est pas ça qu'ils cherchaient. Donc découverte... Bon, on ne va pas se lancer dans le fait de savoir si on est positiviste ou pas dans les sciences. Deuxième exemple, il y a quelques années maintenant, on est au début des années 2000, on est chez Telia, l'opérateur téléphonique scandinave. Telia se dit, la 3G arrive, bon, super, mais si on n'a pas de service à proposer à nos clients, ça ne sert à rien. Et donc ils organisent une journée entière de créativité avec des jeunes, des étudiants en particulier. Ils se disent, eux, ils auront des idées. Ils les mettent en créativité. À la fin de la journée, il y avait 380 post-it sur les murs. Le problème, c'est qu'après une analyse rapide, il y avait 190 post-it qui étaient des choses pas très innovantes, 189 qui n'étaient pas vraiment faisables, et un post-it bizarre, mais qui était déjà à la poubelle. Et comme ils voulaient quand même avoir un résultat de la journée, il y en a deux qui ont dit, bon, attends, celui qui est à la poubelle, là, on pourrait peut-être le défroisser et le relire pour voir. Le post-it avait été écrit par un étudiant qui était abonné à un journal. En Scandinavie, ça se fait plus que chez nous d'avoir le journal livré le matin devant la porte. Et il était très très énervé parce que ça faisait 2 mois que le livreur se trompait de journal une fois sur 2 ou 3. Donc c'est bien, vous êtes abonné à Libération, vous lisez le Figaro de temps en temps, ou le contraire, c'est sympa. Vous l'auriez peut-être pas fait autrement, mais enfin, vous êtes quand même abonné à un journal, pas à l'autre. Et il avait tout essayé avec son téléphone, appeler le journal, appeler la société qui livre, appeler le livreur, rien n'y faisait. Et il était tellement énervé le matin même, parce qu'il y avait encore eu le mauvais journal devant sa porte, qu'il avait écrit sur son post-it, avec mon téléphone, je balancerai bien 1000 volts au livreur la prochaine fois qu'il se trompe. Bon, vous conviendrez que cette idée est techniquement compliquée à mettre en œuvre, et moralement indéfendable, et donc elle était à la poubelle pour cette raison. Mais les 2 personnes de Telia qui avaient suggéré qu'on reprenne le post-it avaient vaguement senti qu'il y avait peut-être un joli signe derrière le vilain petit canard ou une pépite derrière le caillou grossièrement taillé. Ils disent aux autres, allez boire un café, on vous rappelle, laissez-nous une demi-heure. Ils les rappellent une demi-heure après, ils leur disent, bon écoutez les gars, asseyez-vous parce que ça va être violent. En fait, voilà le potentiel de l'idée. Quand on se sert du téléphone comme ça, on ne s'en sert pas comme d'un téléphone, on s'en sert comme d'une télécommande. Il y a eu un silence dans la salle, du genre qui précède l'excitation. Tout le monde a applaudi, et en 2 heures, ils ont eu un paquet d'idées sur comment on peut utiliser un téléphone comme télécommande. Maintenant, c'est beaucoup plus développé, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Et donc, assez rapidement, rien que parce qu'on a produit une expansion dans l'espace des concepts, comme on dit dans le jargon des théories, on a produit une expansion, on a été capable d'ouvrir un espace qu'on ne soupçonnait pas, et à partir de là, le téléphone comme télécommande, ça a des idées comme payer avec, scanner un QR code, ouvrir une chambre d'hôtel, etc. Il y a des dizaines d'idées qu'on peut avoir, rien que parce qu'on a donné une chance à une idée qui, telle que formulée, était totalement stupide, moralement et techniquement, mais le concept qui est derrière était intéressant. Donc vous avez plein de cas dans les processus d'innovation dans lesquels l'idée telle qu'elle est exprimée, c'est plutôt le vilain petit canard, et on dit oh là là, c'est n'importe quoi, et il est possible qu'à partir de ça, soit parce qu'elle a un fond d'intérêt, cette idée, mais il faut la formuler, monter en généralité, soit parce qu'elle est effectivement un peu naïve ou un peu stupide, mais qu'à partir de ça, quelqu'un qui est compétent aura l'idée qui fait qu'on va avancer, à ce moment-là, on a une chance de gagner. Troisième caractéristique, avoir l'esprit ouvert et préparé.
L'inventeur de la poêle anti-adhésive s'appelait Marc Grégoire, c'était un chimiste, il travaillait à l'ONERA, et il était passionné de canne à pêche, et il voulait absolument, dans les années 50, fabriquer une canne à pêche en fibre de verre. Mais il avait des problèmes au démoulage. Dans la partie épaisse de la canne, pas de problème, mais dans les parties fines au-dessus, ça attachait, et du coup, il n'arrivait pas à avoir sa canne à pêche. Marc Grégoire était marié, avait 3 enfants en bas âge, et un soir, sa femme, qu'il aimait beaucoup, mais qui en avait un peu marre, qui passe ses heures dans le garage à bricoler, vient le chercher pour dîner, et elle lui dit, écoute, bon, je viens encore de me taper les corvées toute seule, et en plus, regarde, j'ai fait attacher le lait dans la casserole pour le petit, c'est intéressant tes histoires de moulage anti-adhésif, mais au moins fais quelque chose pour moi, ton petit. Donc Marc Grégoire se dit, bon, Marc, fais pas l'idiot, t'aimes ta femme, pose ta canne à pêche et va dîner, et puis dès le lendemain, il va au Monoprix, il achète des casseroles, enfin non, il n'y avait plus de casseroles. Donc il se dit, je vais prendre ce qu'il y a quand même, si je reviens avec rien, ça va barder. Il achète des poêles, et il commence à faire des essais de revêtement anti-adhésif sur les poêles. Et les essais de revêtement qu'il fait, qu'il avait commencé à faire pour ses cannes à pêche, c'était du téflon en fait. Le nom commercial du polytétra quelque chose que produisait Dupont de Nemours à ce moment-là. Sauf qu'évidemment, le problème pour fixer ça, c'est qu'il faut que ce soit très anti-adhésif du côté de l'omelette et très adhésif de l'autre côté. Hein, vous êtes d'accord? Et il ne trouvait pas de façon de fixer le téflon à la poêle. Tout ce qu'il avait trouvé comme colle ou comme système de fixation, ça ne tenait pas du tout. Au bout d'un moment, ça condolait, ça se perçait, ça ne tenait pas. Il avait quasiment laissé tomber. Et un soir, il feuilletait une revue de physique ou de chimie dans laquelle il tombe par hasard sur un article qui décrit le genre de trou que fait l'acide chlorhydrique ou sulfurique, je ne sais plus lequel des deux, dans l'aluminium. Et grossi N fois, ces trous ont une forme d'oméga inversée, c'est-à-dire étroit à l'entrée et renflé à la base. Et tout d'un coup, il pose le magazine, il dit « Bon sang, je retourne dans mon garage », il prend l'acide, il le passe sur l'aluminium, il rince, il verse le téflon va dans les petits trous ainsi formés, ça sèche, et il avait trouvé une fixation mécanique du téflon sur l'aluminium. D'accord ? C'est ça que j'appelle avoir l'esprit ouvert et préparé, c'est-à-dire il était resté curieux à lire des articles de physique et de chimie. D'accord, c'était son job professionnellement, mais pour la poêle anti-adhésive, a priori, ça servait à rien du tout. Et hop, il a lu un truc et il lui a donné du sens par rapport à ce que lui cherchait, en réalité. C'est un exemple un peu simple, un peu basique, mais qui reflète bien cette idée que si vous avez l'esprit préparé à observer des choses, ben vous allez donner du sens à des trucs auxquels d'autres peut-être n'auraient pas donné de sens. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vous préparer, quand on vous apprête à innover, à donner du sens à des choses que vous ne savez pas forcément que vous êtes en train de chercher. D'accord ? Donc on est très loin d'une situation dans laquelle vous avez un problème précis à résoudre avec une solution à trouver. Enfin, j'exagère, puisque là, il avait vraiment un problème de fixation du téflon dans l'aluminium. Sauf que l'article qu'il lisait, il n'y avait pas écrit au-dessus comment trouver une solution pour fixer du téflon dans l'aluminium. Garder une vision globale, même en gérant de multiples sous-projets. Je vais être rapide sur celui-là. Je pilote un projet ANR qui s'appelle Lien social, habitat et fragilité dans la ville innovante de 2030. Et dans ce projet-là, il y a une rubrique robots et objets connectés. On a visité pas mal de gens qui font de la recherche en robotique en France, au Japon. Et on a vu par exemple que sur la recherche en robotique humanoïde, il y a plein de sous-projets et de sous-sous-projets, et qu'on est encore très très loin de faire des robots qui soient self-safe, comme on dit, c'est-à-dire dont on est sûr qu'ils ne feront pas de bêtises quand ils assisteront telle ou telle personne à la maison. Et même bien en deçà de ça, si vous avez vu les derniers concours de robots, il y en a quand même 9 sur 10 qui se sont cassés la figure avant d'avoir réussi à ouvrir la porte. Et par ailleurs, mes collègues par exemple du CNRS qui bossent à l'IEC à Tsukuba à Tokyo, ils font des expériences du type un humain et un robot portent ensemble une planche de grande taille et on essaie de gérer des coordinations entre le robot et l'humain pour porter une planche. Donc on est quand même... Et on n'y arrive pas super bien. Hein. Donc on n'est pas encore au point où on pourra faire vraiment, en tout cas des robots humanoïdes, qui sont là maintenant tout de suite prêts à aider les gens de manière suffisamment intéressante et sophistiquée. Et évidemment, dans la recherche en robotique, il y a plein d'organismes qui font un tas de choses, et il y a des programmes, et il y a des projets dans les programmes, et il y a des sous-projets dans les projets. Et un des risques, évidemment, c'est que les roboticiens qui veulent surtout, par certains égards, bien sûr, trouver des choses utiles, mais en même temps, d'un point de vue académique ou industriel, j'allais dire jouer à robotique, c'est-à-dire on est là pour que des robots marchent.
on peut oublier les problèmes qui sont posés au départ. On peut continuer à s'obstiner à faire marcher un robot, même quand on aura constaté que c'est plutôt des robots non humanoïdes qui vont être utiles aux gens chez eux, vous voyez. Donc, garder une vision globale quand on a comme ça plein de projets et sous-projets, c'est compliqué. Ça peut embêter les gens qui ont enfin obtenu des budgets pour chercher. Ça suppose des coordinations entre les sous-projets qui ne sont pas toujours compatibles avec la compétition entre chercheurs et entre entreprises. Et donc tout ça, c'est un boulot de coordination en soi qui suppose non seulement du management, mais des visions globales de la direction de recherche et du management qui va avec. Alors, avant-dernière catégorie, cultiver les vertus de la discipline. 2 exemples. On a travaillé avec Safran, la société bien connue dans le domaine de l'aéronautique, et j'ai eu l'occasion d'organiser des exercices, des expériences de résolution croisée de problèmes par des experts de domaines différents. Vous imaginez une réunion dans laquelle il y a 6 ou 7 experts de domaines différents. Vous avez par exemple un spécialiste de la propulsion des fusées, vous avez une spécialiste d'optique, vous avez un spécialiste des réacteurs, vous avez un spécialiste des surfaces métalliques ou composites des avions, vous avez un spécialiste des miroirs de visée haute définition dans l'avion militaire. Voilà, ce genre de personnes autour d'une table. Et l'exercice consiste pour chacun à expliquer aux autres un problème difficile qu'il a et qu'il n'est pas encore arrivé à résoudre. Et puis les autres essaient de l'aider. Alors c'est intéressant d'observer dans ce cas-là que, chacun arrive assez bien à expliquer aux autres son problème dans des termes un peu résumés, un peu de vulgarisation. Et évidemment, au fur et à mesure que les autres posent des questions, ils sont amenés à dire « oui, enfin j'ai dit ça comme ça, mais c'est pas si simple, il faut que vous sachiez que ça, 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 ça ». Et donc il y a une direction de la conversation qui consiste à aider les autres à rentrer dans sa propre expertise quand on explique le problème qu'on a. Mais en même temps, il faut préserver un regard suffisamment candide des autres pour qu'en réalité, si vertu il y a au pluridisciplinaire de la réunion, alors il ne faut pas que chacun des 6 autres se transforme en expert comme moi. Au contraire, il faut garder des regards un peu frais, un peu distanciés. Il y a une phase aussi où chacun tient à rassurer les autres et à montrer que lui aussi est super expert dans son domaine, mais ça c'est normal, ça fait partie du début de ce type de réunion. Et on a observé en fait 2 choses intéressantes au moins. La première, c'est que une des personnes a expliqué le problème suivant. Il a dit voilà, sur les images, quand on a des réacteurs de fusée Ariane qui sont en fonctionnement, on a des bandes froides à l'image et on n'arrive pas à expliquer pourquoi, sur les divergents de réacteurs. Et en fait, le groupe a trouvé la solution qu'il n'avait pas lui, mais en fait, c'est pas le groupe qui l'a trouvé, c'est lui, rien que de devoir l'expliquer à des gens qui ne sont pas spécialistes, ça a débloqué quelque chose dans sa tête, il a dit « attendez, mais oui, je suis bête, j'ai pas pensé à ça ». D'accord ? Donc il a trouvé tout seul, c'est juste qu'il a expliqué à des gens qui n'étaient pas experts du domaine. Et l'autre chose intéressante, c'est que des gens qui pensaient a priori qu'ils n'avaient rien à se dire ont trouvé qu'ils avaient des choses à se dire en réalité. Exemple, le spécialiste des surfaces des ailes ou de l'avion en général, et le spécialiste du polissage de miroirs haute définition. A priori, pas grand-chose en commun. En pratique, à condition de monter de quelques crans dans la qualification du genre de problème dont ils sont chargés, ils ont tous les deux admis qu'ils avaient des problèmes de polissage. D'accord ? Et donc, ils se sont dit que c'était peut-être pas idiot que chacun explique à l'autre quels étaient les savoir-faire, les enjeux, les expertises. Et du coup, là, en revanche, ça n'a rien donné en termes de solution à des problèmes, mais ils ont convenu qu'on devrait organiser plus souvent ce genre de choses pour que chaque expert sache un peu mieux de quelle façon il pourrait discuter avec les autres. Deuxième exemple dans cette rubrique des vertus de la discipline, on a invité il y a quelque temps un collègue du MIT qui est allé en Inde et qui a conçu avec les Indiens une prothèse pour les gens qui sont amputés de la jambe en dessous du genou. Les roboticiens américains ont mis au point une prothèse robotisée redoutablement efficace. Un pantalon par-dessus, vous ne voyez absolument pas que la personne a une prothèse, mais elle vaut 75 000 $ la prothèse. Et ces gens-là sont allés en Inde, et le challenge c'était de faire une prothèse presque aussi bien, mais pour 100 $. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont refait les équations de la marche, et plus exactement, les équations des transferts d'énergie qui se produisent quand on pose le pied par terre et qu'on le plie et qu'on l'avance dans la marche. Et à partir du moment où vous avez les équations de ces transferts d'énergie et d'équilibre au moment du passage d'un pied à l'autre, ils ont été capables de le traduire en modélisation de la forme d'un sabot en bois, fixé au bout d'un bâton,
D'accord ? De sorte que par rapport aux prothèses classiques qui étaient une méchante chaussure ou un méchant sabot avec le manche à balai puis la fixation, il y avait en réalité une pièce de bois, mais très sophistiquée au sens où sa forme optimisait, certes de manière passive et non pas active comme une prothèse robotisée, mais quand même les transferts d'équilibre et d'énergie au moment de la marche. Ça ne faisait pas 100% du boulot, mais ça en faisait 50 ou 60% pour 100 $. D'accord ? Donc quand vous faites pour 100 $ au lieu de 75 000, 60% du boulot, c'est pas mal. Et vous aviez un tas d'Indiens avec cette prothèse-là qui étaient absolument ravis d'avoir l'air de remarcher à peu près normalement. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est l'innovation frugale, comme dit Navi Raju, mais on peut faire de l'innovation reverse, c'est-à-dire à partir de là, on se dit, j'ai cette prothèse en bois qui fait 60% du boulot, maintenant, messieurs les électroniciens et les roboticiens, qu'est-ce que vous avez comme idée pour l'améliorer ? Et on peut remettre de la robotique sur ce truc-là. Bon, c'est un peu loin de probablement vos préoccupations de recherche et d'invention, en apparence, mais ça veut quand même dire que parfois le retour au basique est intéressant. Alors, dernier point pour ne pas abuser de mon temps de parole. Jouer les faux candides, décadrer les expertises. Jean m'a dit quand on a discuté il y a quelque temps de cette table ronde, il m'a dit, tu sais, la maladie de Charcot, ça semble toucher les gens plutôt actifs, très actifs, hyperactifs, physiquement, intellectuellement. Moi, ça m'a intrigué, ça. Alors, je vais prendre un gros risque, là, hein, mais comme le ridicule ne tue pas, je pense que je serai toujours vivant dans 5 minutes, mais je vais prendre le risque de vous dire ce que j'ai eu en tête, moi, comme type d'explication à ça, et pour vous donner l'exemple de ce qu'un faux candide, pour le coup, peut produire comme hypothèse. Alors je préviens, vous allez peut-être trouver ça ridicule, vous allez peut-être me dire que ça fait des années qu'on y a pensé, vous allez peut-être me dire que j'ai rien compris à la biologie du cerveau, et c'est vrai, j'ai aucune compétence ou presque. Mais prenez cette suggestion pour ce qu'elle vaut et d'où elle vient, et essayez de raisonner comme l'histoire du téléphone qui balance des décharges électriques. Ce que je vais vous dire est stupide, mais peut-être que derrière, il y a 2-3 idées, ou une demi-idée, ou un dixième d'idée intéressant. En tout cas, prenez-le comme l'effort qu'a fait quelqu'un qui n'est pas du tout dans vos compétences, et qui a quand même essayé de proposer quelque chose. Et on est quand même à l'époque du crowdsourcing, de l'appel à des millions d'internautes pour suggérer des idées. On est à l'époque, par exemple, où Google ou un tas de sites, quand ils vous demandent de recopier des lettres qui sont dans un petit rectangle pour prouver que vous n'êtes pas une machine, c'est très efficace, sauf que les clients de Google pour ça sont aussi des gens qui font de la crypto, qui font du décodage de manuscrits et qui n'arrivent pas à lire certains mots et qui soumettent ça à des millions d'internautes qui vont chacun recopier comme ils peuvent. Et Google va récupérer y compris les fausses interprétations, simplement en se disant je vais considérer peut-être que l'interprétation la plus juste c'est celle qui sera majoritaire, ou peut-être qu'il n'y en aura qu'un sur 1000 des internautes qui va taper ce qui est en réalité le message, et les cryptographes à la base, les 1 ou 2 experts, n'auraient pas eu l'idée. Donc le recours à un nombre important d'amateurs pour capter des idées, c'est quelque chose d'intéressant en soi. Je vous rappelle que le classement des restaurants de lafourchette.com sur 10 millions de réservations est à 90% le même que Go Mio. Alors je me lance. Jean me dit la maladie de Charcot semble toucher des gens hyperactifs intellectuellement et ou physiquement. Sur cet exemple-là, je vais un peu lire ce que j'ai préparé parce que c'est un peu... bon. Voilà comment mon propre réseau d'analogie se met à travailler. Pour ce que ça vaut, hein, j'ai prévenu. J'ai vu il y a quelque temps cette émission d'Arte qui s'appelle Notre ventre, ce deuxième cerveau. D'accord ? Dans cette émission, on vous explique qu'en réalité, le premier cerveau, c'est l'intestin. D'ailleurs, quand vous regardez un intestin et un cerveau, ça se ressemble beaucoup, hein, vu de l'extérieur. C'est des circonvolutions comme ça, c'est pareil. Et évidemment, les premiers êtres vivants ont été des tubes digestifs ambulants, c'est tout, hein, vous êtes d'accord ? Donc, en fait, historiquement, le premier cerveau, c'est celui du ventre. Celui qui est là, c'est le deuxième. Il y a autant de neurones dans les intestins que dans le cerveau d'un chat, dit-on, dans cette émission-là. Mais vous savez ça beaucoup mieux que moi. Ce que cette émission explique aussi, c'est que progressivement, il y a eu, pour un certain nombre de raisons,
une spécialisation d'une partie du cerveau qui est montée à la tête, si j'ose dire, et qui en particulier pèse maintenant, ou fait 1,3 litres et non pas 800 cm3, parce qu'on a découvert la cuisson qui a permis de diviser par 5 les efforts de digestion. C'est ce qu'on dit dans cette émission, de vulgarisation, j'en conviens. Bon. Donc le cerveau supérieur est historiquement le deuxième cerveau, le premier étant notre intestin, et ma petite hypothèse à moi, j'ai prévenu, ça vaut ce que ça vaut, c'est qu'il y a donc dans l'histoire du cerveau et dans la spécialisation des neurones moteurs, neurones miroirs et toutes ces choses, des logiques fonctionnelles complémentaires, mais peut-être aussi opposées. Il y a peut-être de la bagarre à l'échelle de l'évolution entre ces différentes fonctions. Alors j'ai entendu Jean quand il m'a expliqué qu'il y avait eu différents points de vue dans la recherche génétique, sanguin, etc. Bon. Et moi, mon petit cerveau à moi, il pense à un truc qui est le suivant. Imaginons maintenant que les neurones moteurs soient volontairement détruits par notre propre cerveau, par exemple pour préserver d'autres capacités, et parce que de très anciens traumatismes se manifestent, comme une sorte de vengeance dont on a oublié les raisons, et qui précisément pour ça semble sans raison. Le concept, ou le problème de conception innovante s'énonce donc de la façon suivante: concevoir un modèle dans lequel le cerveau détruit volontairement ses neurones en croyant régler un problème. Quelle poche de connaissances ou d'expertise devons-nous ouvrir pour aller plus loin, si cette hypothèse avait le moindre sens? Il y en a 3. Toujours à ma petite mesure, d'accord? Celle de la logique de la transmission génétique. Peut-être que la transmission génétique n'est pas seulement réplication de gènes et logique de mutation hasard, mais transmission d'une histoire, éventuellement très ancienne, au niveau de l'individu, de l'écosystème ou de l'espèce. Deuxième poche, celle de la capacité du cerveau à non seulement fonctionner, mais prendre des décisions. On sait que ça existe, par exemple, en situation de survie en froid extrême ou en plongée en apnée. Troisième poche de connaissances, celle des liens entre des écosystèmes situationnels et le fonctionnement du cerveau. Tout ça est probablement un tissu de non-sens. Mais si on avait fait une séance post-it et que j'ai écrit ça sur mon post-it, est-ce que vous l'auriez jeté à la poubelle, comme le téléphone qui balance 1000 volts? Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de le reprendre et de voir tout de même ce qu'on pourrait en tirer, même si par lui-même il est faux? Mais un concept n'est ni vrai ni faux, c'est une hypothèse et puis on voit ce qu'on en fait. Donc il y a 3 solutions. Soit ce que je dis est intégralement, absolument n'importe quoi, soit ce que je dis est n'importe quoi, mais ça vous donne des idées que je n'ai pas eues moi, mais que vous n'auriez pas eu sans moi, soit il y a quelque chose d'intéressant à apprendre là-dedans, mais moi je n'en sais rien, c'est vous qui savez. Imaginez maintenant qu'on sache organiser des appels un peu systématiques à des fausses candeurs dans ce genre, et que vous ayez votre expertise, mais du coup décadrée, puisque vous allez l'exercer sur des choses dont les auteurs ne savent pas si ça vaut quelque chose ou pas, tout en ayant au moins, c'est mon cas, au moment où je pense ça, une petite impression de ne pas être totalement idiot. Ça, vous me direz. Après, comme on dit, les gens stupides font des erreurs stupides et les gens brillants font des erreurs brillantes. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas là à alimenter des processus de captation d'idées à condition qu'elles soient un peu préfiltrées et que vous, évidemment, soyez capable d'en faire quelque chose? Je précise qu'un certain nombre de personnes dans la recherche, c'est vrai dans mon domaine aussi, sont davantage des techniciens de la recherche que des chercheurs au sens capable de se poser ce genre de questions. Surtout si vous êtes dans des paradigmes épistémologiques stabilisés, il n'y a aucune raison que vous vous reposiez des questions sur ce que c'est qu'une expérience, ce que c'est qu'une confirmation. Vous avez vos systèmes d'analyse de variance à n-facteur contrôlé, vous avez vos systèmes d'expérimentation, tout va bien. La charge de la preuve, elle est là, et puis on fait comme ça, et puis tout va bien. Donc c'est compliqué. Un certain nombre de choses dans ce que j'ai dit, à supposer que ce ne soit pas totalement stupide, peut-être suppose des façons différentes et complémentaires de regarder. Peut-être que vous diriez, oui, enfin, vous parlez d'histoire transmise dans la réplication de gènes. Bon, allez, on va être gentil, c'est à 5% pas totalement idiot, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, dans la réplication génétique, il se passe ça, ça et ça, et on peut mettre par analogie et pas par vérité le mot histoire, si vous voulez, là-dessus. Mais moi, je pense que ça mériterait une petite discussion, quand même, elle durait 20 secondes, parce que c'est vraiment stupide. Donc, au fond, notre expérience à nous, elle consiste à dire qu'on peut toujours organiser des conversations qui ont les bonnes propriétés pour essayer de capter ce genre de choses, en fin de compte.
Et que, comme Jean le rappelait, le genre de hasard qu'on observe dans les découvertes scientifiques, c'est pas seulement, tiens, ça a moisi et hop, je découvre la pénicilline, si je me souviens bien. C'est pas seulement Pierre et Marie Curie avec les cailloux qu'on allait jeter, c'est pas seulement Marc Grégoire avec son article sur l'acide et l'aluminium, c'est aussi le fait de discuter et de s'écouter d'une certaine façon. Comme disait Henri Laborie dans un bouquin ancien déjà qui s'appelle La Nouvelle Grille, l'équipe idéale, c'est des monotechniciens polyconceptualistes. Ça veut dire qu'on a chacun notre expertise, mais on est capable de poser une question à d'autres experts, par opposition à polytechniciens monoconceptualistes, vous l'aurez compris. Donc, on a observé ça, nous, dans les capacités d'innovation, et je terminerai par là. Dans le monde de la recherche, il y a des gens qui sont très très bons dans leur domaine, mais qui sont infoutus de poser la moindre question à leurs collègues d'un autre domaine. C'est comme ça, il en faut aussi. Et puis il y a des gens, j'ai la petite prétention d'en faire partie, parce que plein de trucs m'intéressent, j'ai toujours une question à poser à un chercheur d'un autre domaine, même si c'est une question de débutant absolu, ça m'intéresse. Voyez ? Et si vous avez lu un peu le classique de Stenger, Sechlanger, par exemple, sur les concepts scientifiques, sur le cas de la physique, vous voyez bien que les concepts, ils se baladent dans des univers qui ne sont pas directement liés ou uniquement liés à des disciplines scientifiques. Quand mes collègues se moquent de moi quand je leur dis que c'était intéressant de bosser avec millipore parce que j'ai appris ce que c'était qu'une osmose inverse et une électromembrane, je leur dis oui, d'accord, en management, apparemment, ça sert à rien, sauf que le jour où il faut bosser sur le concept d'interface, eh ben moi, l'électromembrane, c'est un modèle intéressant. Vous voyez ? Donc les concepts se baladent. C'est pour ça que c'est intéressant d'organiser de temps en temps, à côté du régime de conception réglé classique, des régimes de conception plus innovantes, plus débridés, plus risqués, mais qui pourraient bien produire des directions de recherche intéressantes. Merci de votre attention.